Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici par Île-de-France, podcast débat, épisode numéro 53 aujourd'hui, un épisode quasi. Oui, parce que ce matin, nous sommes le Paris Saint-Germain et quasi champion de France. Alors voilà, il faut se retenir, t'as pas le droit de le dire, si 99,9% nous a dit Luis Enrique, on est quasi champion de France. Ouais, et franchement, en gros, vous savez quoi ? On est champion de France. Wouhou! Merci. Voilà, on est champion de France. Tu peux pas dire le contraire. On rappelle 14e titre pour le Paris Saint-Germain. On va en parler dans quelques instants. Bref, Paris est champion. Point barre. Je vous rappelle que cette émission, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est important, ça fait vivre les algorithmes, comme dirait l'autre. Et surtout, la semaine dernière, sur le chat de notre chaîne YouTube, vous avez élu Gvicha Kvaratskhelia comme meilleur joueur du mois d'avril. Félicitations. Alors, il n'y a pas d'huissier, tout ça, hein, je fais ça un peu... J'ai compté le nombre de Gvicha, c'est à peu près 80%. Vous m'excuserez pour les huissiers, vous allez me croire quand même sur parole, même si c'était mon choix aussi à moi. C'est Kvara qui passe devant Ousmane Dembélé pour le mois d'avril. En tout cas, bravo à Gvicha. Enfin, si vous regardez en vidéo cette émission, ouais, moi je l'ai. Je sais, et vous l'avez pas. Et ceux qui sont autour de la table sont très très jaloux. Dans quelques instants, on va en parler. Je porte ce matin la petite dinguerie, ce banger, comme le disent beaucoup sur les réseaux sociaux. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, saison 2026-2027 pour les matchs à domicile. Il est fou. Il est fou, les bandes sont belles. Alors moi ce que j'aime c'est quand la communauté Paris Saint-Germain commence à se prendre le chou sur savoir si la bande blanche n'est pas un peu trop large par rapport à l'habitude. Ça veut dire que on rentre dans le détail. Là tu vois, tu commences à rentrer dans une partie très intéressante où les supporters adorent le maillot. Et franchement il fait un énorme carton sur les réseaux. Bravo au Paris Saint-Germain d'avoir suivi la demande de beaucoup depuis de très nombreuses années. Ce maillot est superbe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans les chats. Allez-y. N'hésitez pas. J'ai été très long, je sais, mais ça valait le coup. Et encore merci, au Paris Saint-Germain pour avoir envoyé le maillot. Et merci à celle qui nous a apporté ce maillot vraiment en last minute. Merci à elle et c'est parti. 100% PSG, Bruno Salomon, La Tribune. Au sommaire de la tribune 100% PSG aujourd'hui, le PSG à 99,9% champion de France pour la 14e fois de son histoire et pour la 5e fois consécutive. Je suis en train de faire 4 avec mes doigts alors que non c'est 5. 5e fois consécutive, victoire hier soir face à Brest, 1-0 grâce à un but d'un centenaire, Désiré Doué. Il manque juste au PSG de terminer le championnat, même avec 2 défaites, la différence de but va faire le reste. Donc comme je l'ai dit, on est champion, bravo. Paris, on va débriefer le match de Brest avec le j'aime ou j'aime pas. On se posera ensuite quelques questions. Champion à 99,9%, ce bientôt titre a-t-il de la saveur ? Quelle saveur il a finalement ce titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain ? On évoquera Désiré Doué, la 100e. Comment juger sa saison à notre Golden Boy, l'homme qui a marqué son doublé en Ligue des Champions lors d'une finale le 31 mai. Mais cette saison 2025-2026, comment on peut la juger pour Désiré Doué ? Enfin, on va parler de la gestion jusqu'au 30 mai. Oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on est encore finaliste de la Ligue des Champions et on y retourne. Et là, cette fois-ci, on va aller à Budapest et puis on évoquera le match de Lens. Est-ce qu'on y va en short et en claquette ou peut-être avec une paire de crampons? Je ne sais pas, je pose la question. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, La Tribune. Oui, j'ai été long, Ambre Godillon. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, le tunnel Oui, que je tu nous sais. as mis. Oh là 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 Ah, il là était là plus là. beau que ceux de Ravière. Ah la là vache. là 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 là, qu'est-ce que... Oui, c'est vrai, j'étais un peu long. Mais c'est vrai, il fallait que je parle de Kvara, il fallait que je parle du maillot, tout ça. Bonjour, Ambre Godillon. Bonjour, ça va? Tu m'as manqué. Moi aussi, tu m'as manqué Voilà, pendant ça ces fait- 14 minutes où on n'a pas communiqué. Oh là 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 là. Je viens de me faire tuer. Voilà, alors ça, j'en ai une à droite. J'ai l'autre à gauche qui se marre comme une baleine. C'est Romain c'est Bédoul. drôle. Salut mon Romain. Salut Bruno, salut Ambre, salut Mathieu, salut à tous. De la team ici Paris Île-de-France. Et Mathieu Faure qui est avec nous aussi. Nice Matin, SoFoot. Salut Mathieu. Salut, moi je suis né le 26 mai, c'est une date pas facile. Donc si tu arrives à me choper un maillot taille L, tu feras de moi un homme heureux. Ah, la commande est passée. Ah, Tu sais- alors si tu veux, moi je vais t'en envoyer un en express pour ton chien, si tu veux. Bah, Pour je préfère Snoop. que tu me l'envoies un pour moi, mais je vais prendre quand même.
En tout cas, ce maillot, un petit mot sur le maillot, les amis. Extraordinaire. Magnifique. Le bébé RBB comme on l'aime, magnifique. Ouais, il est extraordinaire. Franchement. Et porté, il est encore plus beau, je trouve, que sur les visuels photos. Ouais, Et tu parlais du fait que c'était des recommandations des supporters, etc. Je me rappelle des débats qu'on faisait il y a 4 ans. C'était genre vers 2022-2023 où il y avait un problème d'identité au Paris Saint-Germain, on se sentait plus trop vraiment proche de l'équipe, etc. Et nous, à Ex-France Bleu, Ouais, on avait fait c'est vrai. un manuel avec pas mal de recommandations qu'on pouvait et qu'on avait transmis au Paris Grand Saint-Germain. sondage. Et on est dans le secret un petit peu de comment sont confectionnés les maillots, mais on sait que les maillots, ils sont designés à peu près 2-3 ans à l'avance. Et donc en fait, on a actuellement les résultats de toutes les contestations, un petit peu ce que Oh, le boulard du de ce gars. qu'on a eu. Non, je dis pas que c'est France Bleu et que c'est ici Paris Île-de-France, c'est pas du tout l'idée, mais c'est que les demandes des supporters globales ont été de plus en plus écoutées, que ce soit par le club et par l'équipementier, le club qui a fait des recommandations à l'équipementier pour avoir des beautés comme celles que tu portes maintenant. C'était aussi dans les demandes. Je me rappelle que le collectif Ultra Paris avait fait aussi une espèce de charte avec 10 points très importants et le maillot en faisait partie. C'est vrai que voilà, c'est une bombe. T'en veux un, je sais pour. Ah bah Toi, oui, t'as pas magnifique. d'anniversaire, t'as rien, t'as pas le 26 mai, mais. Ah oui, non. Mais je j'en le veux prends un. quand même. Par Il est contre, très beau, oui. juste, je pose la question. On demande à Mathieu, on demande à le porter pour la finale ou on y peut va avec. pas. On peut pas. On peut pas, ouais. Ah bah attends, Mathieu, déjà la réponse. Bah, j'aurais bien aimé parce que je suis pas très fan de celui de cette année, mais ouais, je crois que tu as des réglementations qui font que tu dois jouer avec les maillots que tu as enregistrés en début de saison ou ce genre de truc. Donc bon, bah, si on doit la gagner avec la liquette actuelle, on s'en contentera. Tu prends. Oui, je m'en offusquerai pas, quoi. Je me suis renseigné, effectivement, c'est les maillots. Alors, il y a les 4 maillots du Paris Saint-Germain qui ont été utilisés en Ligue des Champions cette année. Les 2 noirs, le blanc et le maillot domicile. Étaient envoyés d'abord les 2 premiers en juin dernier et les 2 d'après en août dernier. C'est la deadline pour les maillots qui seront portés pendant la saison. Donc, on ne peut pas en improviser un pour la finale. On a pris les renseignements. En tout cas, les amis, on attaque avec notre j'aime ou j'aime pas. On rappelle que le Paris Saint-Germain a remporté son match hier soir. C'était pas le match le plus fou de la saison. On est tombé face à une équipe de Brest qui avait décidé, qui s'est fait tordre par tout le monde sur cette fin de championnat et qui a décidé de défendre pour la première fois de la saison avec 3 centraux. Enfin voilà, ils ont tenté un coup. Ils ont résisté longuement et longtemps face à cette équipe du PSG. Mais victoire 1-0 grâce à une entrée de Désiré Doué fracassante et un très très joli but du Golden Boy. On va y revenir justement sur Désiré Doué, mais avant cela, j'ai envie de vous entendre sur votre j'aime ou votre j'aime pas. Ambre, c'est à toi. Moi, mon j'aime est dans la continuité des précédents matchs et c'est de voir Fabian Ruiz revenir doucement, gratter du temps de jeu. Alors oui, il y a ce match à part évidemment face donc au Bayern Munich, Oui. où c'est d'ailleurs le seul match depuis son retour il y a 3 semaines, seulement 3 semaines, hein, il faut le rappeler quand même pour mesurer, où il a joué plus d'une heure. Sinon, à chaque fois, il grappille du temps par-ci, par-là. Mais là, on le voit revenir vraiment au meilleur de sa forme. Son match est très loin d'être parfait, il y a des imperfections. De toute façon, c'est aussi le sel du jeu de Fabien Ruiz, mais il est parfait dans le registre dans lequel je l'attends. Son placement, son intelligence de jeu, sa manière de distribuer. Évidemment, j'avais déjà adoré, mais j'adore à chaque fois que je peux le voir lui et Guevara sur le terrain en même temps. Pour moi, la connexion entre les deux est merveilleuse. Et j'adore ce qu'il insuffle sur le terrain en termes de maîtrise du ballon. On perd des choses quand, par exemple, Warren ou Achraf ne sont pas là, mais on gagne d'autres choses quand Fabien est sur le rectangle vert et j'adore. Mathieu, toi, de ton côté, c'est vrai que ça va être c'est l'un des joueurs qu'il va falloir suivre jusqu'au 31 mai dans sa progression, dans ses prochains matchs, là, face à Lens, face au PFC. On a envie de le voir monter encore plus en Il a température. offert une belle réponse déjà. Hein. Oui, les premiers éléments sont intéressants. Ah c'est ouais. vrai. J'ai peur que cette montée en puissance soit ingrate pour Warren et qu'il débute du coup la finale sur le banc, parce que c'est vrai que Fabien, on l'a vu contre Munich, genre sur le but, il a une vision de jeu, une capacité à s'intercaler entre les lignes, il apporte du liant et une intelligence de jeu que les autres n'apportent pas, et c'est vrai qu'il fait un bien fou, même en étant une capacité physique encore très loin de la forme optimale, mais c'est un vrai plus dans cette dernière ligne droite, et c'est vrai qu'il nous avait manqué sur certains moments et ça fait du bien de le retrouver au bon moment. J'avais peur qu'à Munich, il explose en vol, parce que je me souviens de son dernier voyage à Munich en 2023. Au bout de 15 minutes, la jauge à essence était vide complète. Et là, franchement, il a fait un super match. Et hier, il ne fait pas un match dégueulasse non plus, mais l'équipe ne fait pas un super match, mais il est vraiment utile. Et
tu sens qu'il a un vrai pied que peu d'autres ont dans cette équipe. Je te rejoins, on était beaucoup à penser qu'il allait exploser en vol du côté de Munich, surtout évidemment après son match aller. Moi, je compare à quelqu'un qui essaye de monter dans un TGV à pleine vitesse. C'est-à-dire que c'était tellement ingrat ce qu'on lui demandait. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. La tribune juste avant, Romain Bédouc, faisait partie de ceux, et également dans sa chronique du matin, Oh, le boulard qui plaçait numérique. toute la confiance, non mais c'est vrai, en Fabien Ruiz et en ses capacités autres. Un registre autre, notamment le domaine de l'esquive plutôt que celui du duel, de l'intelligence davantage que de l'intensité, le coffre. Je trouve que tu as été visionnaire sur merci. ce point-là. Non, On mais n'est pas Pour nombreux ceux à qui n'ont l'avoir. pas la vidéo, il rougit. Hein. Ça fait, je Non, l'avais mais pas c'est- vu Non, rougir non, depuis mais- très Faut le dire. longtemps. En vrai, c'est pas, c'est plus, c'est pas une analyse dingue, c'est juste que Fabien Ruiz nous a tellement contredit à chaque fois et il a toujours réussi à trouver le contre-pied au moment où on pensait qu'il était enterré pour réussir à se sortir par ses qualités et par ses capacités et réussir à faire briller cette équipe-là. Que en fait, il y a des trucs, c'est comme quand je dis que je pense que Luis Enrique devrait faire un truc, mais s'il le fait, c'est moi qui dois avoir tort. Bah là, c'était un peu la même chose. C'était un peu la même chose, mais oui, il a fait un bon match et il est de mieux en mieux aussi. Ça se voit sur le terrain. Il est plus en rythme et surtout, moi, j'ai hâte qu'il soit complètement en rythme lui pour pouvoir calmer un peu tout le monde dans les moments où ça doit être calmé, dans les moments où il faut accélérer, pouvoir accélérer. Et ce qui est positif avec Fabien Ruiz, c'est que là, je trouve que son pied est là. Et il n'y avait pas trop de doute, mais il offre des passes que les autres n'arrivent pas à faire, notamment les passes avec son pied gauche qui vont vers le côté gauche, vers les ballons les appels de Barcola ou de Gvara. Et donc là-dessus, il est hyper important. Il sera je suis sûr qu'il sera aux petits oignons le 30 mai prochain du côté de Budapest. Ça va lui réussir. Avec toi, Mathieu, ton j'aime ou ton j'aime pas sur cette rencontre face à Brest? Bah, j'ai bien aimé le match de Marine dans les buts. Je l'avais trouvé un peu pétrifié la première mi-temps, notamment contre Lorient, où il subissait tout ce qui arrivait aux abords de sa surface comme spectateur, même s'il avait fait une bonne parade en fin de match. Mais j'avais pas été complètement enchanté par son match. Et là, j'ai trouvé vraiment qu'il avait plus pris la mesure de l'événement, peut-être la mesure du parc, du stade, et qu'il fait quand même 2-3 parades importantes à des moments cruciaux. Bon, il n'a pas un jeu au pied exceptionnel, on va pas se mentir. Il a une qualité qui est très chère à mes yeux, c'est que c'est un très bel homme. Et c'est important dans ce... Il était un furieux. Mais c'est important dans ce club, je suis désolé. Hein. Feu Francis Borilly, il tenait énormément, donc c'est important. Non, puis ça va poser forcément la question de l'été prochain, c'est est-ce que tu peux partir avec lui en numéro 2 et du coup... Matvei Videoga Safonov en numéro 1 et exfiltrer l'ami Chevalier le plus loin possible de ce club. Ça serait pas incongru parce que voilà, puis ça permettrait d'éviter d'avoir un gardien à 55 millions sur le banc et puis de clore ce raté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Renato Marine, alors déjà, est intervenu au micro de Ligue 1+. Il a un français quasiment parfait. Donc là, on a quand même Matvei Safonov et lui qui se sont fait Wall Street Institute puissance 10 000. C'est assez impressionnant. Il est allé dire dans cette interview que j'ai regardé hier soir à la télé, puisque c'était Romain qui était au commentaire. J'ai regardé l'interview. Le garçon est d'une fraîcheur folle. Je sens qu'il est. Il a expliqué qu'il était fou. Que de toute façon pour être gardien de but il répondait à Guillaume Moirot, il fait de toute façon faut être fou parce que ses sorties sont un peu folles quoi. Les sorties au point là, Ambre, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un gardien un peu spectaculaire comme ça qui fonce dans le tas là. Il a embarqué Lucas Hernandez et tout le monde, il y va, les 2 points, c'est un gardien un peu spectaculaire. Il a expliqué qu'il était fou, que le Parc des Princes n'était pas facile à prendre en question, que c'était très dur. Il a adoré quand même. Il a adoré, oui, il surkiffe. Et ensuite, après, il a expliqué aussi que pas facile aussi Luis Enrique qui lui gueulait dessus sur ses dégagements. Et Luis Enrique a dit, de toute façon, m'avoir comme entraîneur, c'est pas facile. Bien sûr. Voilà. Mais c'est génial. Je pense que tout ce qu'il a dit, tu l'as très bien résumé de A à Z, montre qu'il coche toutes les cases. Voilà, d'un joueur qui est pleinement investi de sa fonction de numéro 2. Il est là pour jouer le sparring partner. Il le fait à merveille dans un rôle où on l'attendait justement pas forcément. Moi, ce que j'ai adoré en contraste avec lui, c'est les images de Matvei Safonov sur le banc, voilà, qui faisait le gamin. Mais je trouve que ça dit beaucoup aussi de ce qui se passe dans ce vestiaire. On voit beaucoup en ce moment d'images de vestiaire, notamment après Munich, évidemment. Mais même ces petits moments de vie entre coéquipiers où on se marre, et d'un Matvei Safonov que moi j'ai connu quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, qui était d'une timidité. Évidemment, il parlait le russe.
il pouvait communiquer avec personne, il parlait même pas un mot d'anglais, etc. Et quand je le vois aujourd'hui avec ses coéquipiers, avec le staff notamment médical, celui qui était devant lui et qui l'embêtait un petit peu sur le banc, ça dit beaucoup de l'espace qu'il a pris dans ce collectif et cette image, elle me plaît bien. C'est une vidéo, donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo d'un Matvei Safonov qui, il y a une gouttière au-dessus de la tête d'un des médecins qui tombe, donc il y a des gouttes qui tombent sur ce monsieur, et lui vient rajouter avec sa bouteille d'eau sur le monsieur une fois, 2 fois, 3 fois, tel un sale gosse. Et tu vois le kiné qui regarde à chaque fois Ouais, là-haut. le kiné qui regarde le plafond à chaque fois en train de se dire mais c'est comme la pression sur Matvei, tu vois, il coule dessus. Ah ouais, c'est ça. Et donc il y a Vitinha en coin de l'œil qui est mort de rire et qui est trop content de la blague qu'est en train de faire Safonov. Et quand le gars s'en aperçoit, Matvei lui tombe dans les bras et voilà. Et c'est vrai que ça donne une vraie belle énergie à ce Paris Saint-Germain et à nos gardiens au PSG. Juste sur la qualité de jeu au pied de Renato Marin, ça se trouve c'était Luis Enrique qui avait demandé. Hein. Oui, il fallait tirer un touche. On n'en sait rien, hein, ça se trouve il est bon et puis c'est là ouais, je sais pas. Je sais pas. On va loin dans les feintes. Hein. C'est ça. Autant la Matvei Safonov, je veux bien l'entendre, mais autant la sur Renato Marin, ça semblait quand même un peu plus fragile. Avec toi, Romain, ton j'aime ou j'aime pas. Moi, j'ai bien aimé le match de Mayoulou au poste d'arrière droit. D'ailleurs, Luis Enrique en a parlé en conf d'après-match où il a dit que Mayoulou pouvait postuler au poste d'arrière droit, tout comme Warren, parce que pour lui, ceux qui sont latéraux, ils doivent avoir des moteurs, ça doit être des moteurs. Il a dit des vroom vroom, il a dit Luis Enrique. C'est ça l'expression. Et Mayoulou, la semaine dernière, il avait aussi joué arrière droit face à Lorient et on en avait parlé notamment de son attitude. On le trouvait un peu moins motivé que quand il avait été déporté ensuite au milieu de terrain. Et là, le fait est que hier, il a été motivé du début à la fin et qu'il a été très bon, Seny Mayoulou. On l'a vu notamment combiner pas mal de fois avec Dro et d'un point de vue technique, il y a une certaine affinité qui fait que c'est assez beau et c'est assez soyeux à voir. Côté poids plume aussi. Ouais, en plus c'est des poids plumes, t'as raison. Ils sont pas fâchés avec le ballon les deux. Non, c'est franchement, il y a eu un moment, il y a eu un enchaînement avec Dro qui est au milieu de 3 mecs qui tombent, qui se relèvent, qui fait une talonnade et puis la donne à Mayoulou qui fait un double contact et finalement ça donne une frappe de João Neves qui passe au-dessus. Mais on a, voilà, c'est un vrai talent, Seny Mayoulou. Il montre par sa polyvalence qu'il peut véritablement aider cette équipe continuellement. Maintenant, il faudrait peut-être prolonger. Voilà. C'est vrai, c'est toujours la problématique. Juste, Mathieu, on a quand même l'impression que le message a été passé parce que la semaine dernière, on avait vraiment l'impression que Mayoulou, il faisait passer un message à son coach. Moi, à droite, vous êtes gentil, j'aime pas ça. Parce que dès qu'il était passé après au milieu de terrain, comme par hasard, tout allait bien. Là, aujourd'hui, il a fait voir que ok, si vous me laissez à droite, je vais bosser et je vais faire ce qu'il faut. En gros, le coach a eu raison sur le joueur. Moi, je ne sais pas si le coach a eu raison. Ça peut être aussi une configuration de match qui lui sied plus, une meilleure forme. Je n'ai pas trop d'éléments de réponse sur ça. Je ne suis pas persuadé que ça peut être un arrière droit comme peut l'être Warren, mais il peut dépanner de manière intelligente, comme l'avait fait une fois João Neves, je crois que c'était contre Monaco. C'est des joueurs tellement intelligents, tellement polyvalents, tellement techniques que de manière sporadique, ils peuvent vraiment t'être utiles, peu importe leur place sur le terrain. Après, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualité. Hier, il est pas loin de mettre un but extraordinaire. Ah ouais, la frappe. Wow. Ouais, que le gardien touche du bout des doigts et ça fait barre poteau. Je trouve qu'il fait un bon match. C'est pas loin d'être le meilleur Parisien, je trouve. Ça me fait mal de le dire avec Lucas Hernandez qui fait une vraie belle fin de saison. C'est assez surprenant d'ailleurs. Donc c'est bien d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent vraiment être performants à des postes qui sont pas du tout les leurs, parce que hier c'est presque le 4e latéral droit de l'équipe après Achraf, Warren et Zabarni qui a déjà joué. Tu te retrouves à mettre un milieu de terrain offensif qui a joué 9 au Nou Camp. Enfin, c'était pas au Nou Camp d'ailleurs. Et puis, ouais, voilà. Donc, c'est quand même assez significatif, je trouve, de ce que veut faire le coach et ce qu'aime le coach, c'est-à-dire des joueurs intelligents avant tout. Et on n'est même plus dans des considérations physiques parce que c'est une allumette, Seny. Mais c'est vraiment, il veut des joueurs intelligents. Et il les rend encore plus intelligents. Donc, c'est très bien, en espérant qu'ils prolongent, bien sûr. Pour terminer sur ce match, et après on va se lancer sur le titre à 99,9%.
vous ne le savez peut-être pas pour certains, mais nous avons ici 3 membres de l'église des pastoristes. Voilà, ça m'arrive pas souvent de les avoir tous les 3, mais chez eux, la secte des numéros 27. On a eu la grande patronne, la grande prêtresse du numéro 27. On a eu voilà, l'un des plus acharnés, Mathieu Faure, et un autre de ses disciples sur ma gauche avec Romain Bédouc. Juste, je me retourne vers toi. Le numéro 27 que porte l'ami Dro Fernandez, hier soir, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais hier soir, quand les grands sont rentrés, quand Doué, Gvara et Dembélé sont rentrés, il s'est illuminé. En fait, tout d'un coup, pouf, ça, je sais jouer avec ce genre de mec. Ça, c'est mon foot à moi. Et là, je l'ai trouvé, mais vraiment encore plus intéressant que ce qu'on a déjà vu. Alors, je suis d'accord, même si pour moi, ça relève du blasphème, ce que tu es en train de faire actuellement. Là, ça je savais. Mais oui, mais bon, on devrait mettre 27 bis. Tu sais, ça devrait exister dans le football. C'est OK. Là, je suis OK pour en parler. Mais si tu commences en prologue par parler de Ravière, là, je suis pas d'accord, quoi. Non, mais évidemment, le petit Dro, il a quelque chose dans les pieds, il a quelque chose dans l'attitude, etc. Après, je pense vraiment quand même... J'ai eu cette impression aussi qu'il était capable de... passer la vitesse supérieure pour se mettre au diapason de ses coéquipiers. En revanche, athlétiquement, enfin dans le sens physique, il va vraiment falloir qu'il se renforce un petit peu parce que évidemment qu'à l'épaule, voilà, quand tu es un peu dans le cœur du jeu, tu te fais vite bouger et je pense que je fais totalement confiance envers le staff du Paris Saint-Germain pour ça, parce que quand on voit Warren, la vitesse à laquelle il a pris de l'épaisseur, ça me fait pas vraiment peur. Et évidemment, derrière, Luis Enrique pour être l'architecte d'une progression qui, je pense, va être fulgurante quand on voit les petites étincelles qu'il a sous les crampons. Déjà. Ouais, il en a effectivement sous le pied, le 27 bis. Ce sera donc son numéro désormais. Respecte-nous. 27 bis. Les amis, Paris est champion à 99,9%. On rappelle que hier soir, grâce à cette victoire 1-0, Paris, il reste 2 matchs au Paris Saint-Germain. Ces 2 matchs, même si tu les perds, même si tu prends des scores un peu larges, la différence de but permettra quand même au Paris Saint-Germain d'être champion. Est-ce que ce titre a de la saveur? Est-ce que cette saison, avec ses 73 points, ses 6 points d'avance sur Lens, est-ce que ce 14e titre, ce 5e consécutif, a une saveur importante? Ou voilà, c'est un titre de champion de France comme d'hab au Paris Saint-Germain. Le train est arrivé à l'heure. Romain Bédouc. Oui, bien sûr qu'il a de la saveur et pour 2 raisons. Déjà parce que c'est la première fois que le Paris Saint-Germain remporte 5 titres consécutifs. Voilà, à chaque fois, la série s'était arrêtée. Il y avait toujours alors Montpellier pour démarrer, ensuite un petit Monaco qui arrivait par-ci par-là, Lille, enfin voilà, bref, à chaque fois ça a été interrompu. 5 de suite, c'est pas rien. Et ça aussi met en perspective ce qu'a réussi à faire l'Olympique Lyonnais avec 7 de suite pendant les années 2000. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est pas qu'un titre du Paris Saint-Germain, des meilleurs joueurs, de Dembélé, de Gvara, de tout ça. C'est un titre de l'effectif du Paris Saint-Germain. C'est un titre de l'équipe A'. C'est un titre avec Warren Zaïre-Emery, plus gros temps de jeu, alors qu'en début de saison, on se demandait s'il est titulaire. C'est un titre avec Zabarni, 3e temps de jeu de la saison du Paris Saint-Germain. C'est un titre où continuellement, il y a eu de la rotation et donc c'est toute une méthode qui a été récompensée. Et donc ça fait quelque chose. On aurait été les premiers à dire, et on s'était écharpé, Bruno, toi et moi, après le match contre Lyon, justement, où on avait dit que il aurait dû mettre l'équipe type face à dans ce match-là et que voilà, il avait perdu. Et non, la finalité, c'était ce titre-là de champion de France. Et donc, bravo à Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique est l'entraîneur qui a eu la meilleure analyse du championnat de France de tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain. Peut-être plus même que des entraîneurs français, que Laurent Blanc qui estimait qu'il fallait mettre quand même l'équipe type même quand c'était pas fini, que Christophe Galtier, j'en parle même pas, c'est que des Unai Emery ou des Thomas Tuchel, des mecs Pochettino qui ne connaissaient pas le championnat de France, qui l'ont apprivoisé, mais qui n'ont pas réussi à l'analyser. Luis Enrique, alors le constat il est froid sur le niveau du championnat de France et que le PSG peut mettre une équipe après mais être quand même champion. Il est froid, il est cynique et il n'est pas forcément reluisant pour le championnat de France, mais le fait est que Luis Enrique en a eu la plus belle des analyses. Moi, je te rejoins évidemment sur ce titre qui
qui a une saveur vraiment particulière, en effet, de par le point de départ sur lequel tu pars sur cette course de fond, hein, parce qu'en effet, sans prépa, dans un contexte particulier, avec pas mal de blessures, et là où je rejoins Romain, c'est très rare et ça fait longtemps qu'il n'y ait pas d'individualité vraiment qui se dégage dans ce titre de joueur plus, ou en tout cas la plupart des cadres finalement ne débutent leur plein potentiel qu'en janvier. Donc ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Aussi, je trouve que ça a de la saveur parce qu'il y a eu Lens dans le rétroviseur toute la saison quand même. Il y a eu le suspense jusqu'au bout, même si on aura peut-être l'occasion d'en parler. Merci à la Ligue qui a un peu tué finalement ce qui aurait dû être l'apogée de cette rencontre et ces confrontations entre ces deux plaques tectoniques là, le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Mais je trouve que voilà, ça donne évidemment de la saveur. Après, je nuance. Ça en a de la saveur, mais là, je retire la casquette journalistique, entre guillemets, une fois que j'ai dit tout ça et que j'analyse tous les points pour lesquels on peut être content et se satisfaire du travail fait. Et l'équipe à prime, évidemment, en fait partie, Romain. Et là, je vais parler pour les amoureux du Paris Saint-Germain. Je pense quand même qu'une fois que tu as gagné la Ligue des Champions, avec tout ce que ça a nécessité d'énergie, avec tout ce que ça a mobilisé d'émotions, avec toutes les attentes, tous les fantômes du passé que tu as balayés, tous les bonheurs que ça a procuré, c'est évident qu'après, il y a un petit truc de... Ce sera jamais aussi fort, quoi. Ah bah oui. Voilà, un titre de champion après, comme tu dis, Bruno, c'est un train qui arrive à l'heure. Alors que l'autre, c'est un TGV qu'on n'avait tellement jamais vu venir, qu'on s'est pris pleine gueule, que, en fait, voilà, faut quand même le dire, faut être honnête un petit peu avec nous-mêmes. Un titre de champion, c'est OK, mais en fait, on a vécu tellement d'émotions tous ensemble, les gars, que... C'est ça qui est génial en fait, c'est Ouais. quand tu parles du TGV qu'on comprend en pleine gueule, en fait ce qui est assez intéressant c'est que ce qui est génial c'est de revoir le TGV arriver et te dire ouais c'est reparti. T'es dans le grand 8 Ouais, là, on est tous acquis là. C'est ça, on est tous acquis, on y retourne. Venez nous Parce que, cueillir. voilà, on vous le rappelle, hein. Le 30 mai, on est en finale. Ah, il y a Snoop qui vient de nous Ah appeler, oui, on a entendu. le chef est demandé. Matt, de ton côté, toi l'historien, toi l'historique, notre Mathieu Faure, cette saveur, Snoop. Déjà, moi, je suis pragmatique. On n'est pas champion encore, donc. Arrête. Oh là là. Arrête, toi aussi, là. On a suffisamment regardé le match pour se dire que. Moi, je l'ai pas célébré hier. Pour moi, c'est fait à 99,9%, mais il faut quand même Il mettre. faut quand même 7 buts de Lens, quoi. Non, Ouais, non, mais- j'ai calculé le réalisable. Le réalisable, c'est Lens qui nous met 4-0, puis qu'on perde 4-0 contre le PFC pendant que Lens met 4-0 à Lyon. Ça, c'est le format le plus simple. C'est pas Voilà. totalement impossible. Hein, Non, mais- Ouais, bien sûr. Allô. Fais parler Snoop plutôt. Snoop, Non, prends la parole. Écoute. mais j'ai du mal à fêter un titre qui n'est pas officiel. C'est pour ça que je préfère. D'accord. Voilà. Mais par contre, je trouve qu'il est extrêmement gratifiant ce titre parce que tu sors d'une saison peut-être sans doute unique, exceptionnelle, qui t'a pris beaucoup d'influx émotionnels, nerveux, physiques. Tu as eu une coupure quasiment nulle. Tu n'as pas renforcé l'équipe. Tu l'as même, je dirais, presque affaibli parce que tu as fait partir ton gardien titulaire pour acheter une passoire et tu as mis 70 millions sur un homme qui est beau mais qui n'est pas très bon avec ses pieds. Donc au final, tu es quand même un peu parti dans l'inconnu. Et je trouve que c'est le titre vraiment du staff dans sa gestion permanente de l'équipe, tout en courant plusieurs lièvres à la fois, même si tu as perdu la Coupe de France, mais tu es une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions en ayant, qu'on regarde les compositions d'équipe, on parlait de celle du Montjuïc, quand tu regardes l'équipe qu'on avait alignée au Montjuïc, qu'on a gagné, c'est de la gestion pure et dure parce que tu n'avais pas l'effectif pour, tu avais des joueurs qui étaient carbo, donc ils ont fait ça absolument toute la saison, et ça c'est une prouesse exceptionnelle. Tu as eu un Lens qui va terminer avec une moyenne de points hors norme, donc tu as été obligé de maintenir une forme de cadence malgré l'effectif. Tu as pu bénéficier aussi de l'écroulement de tes poursuivants directs. Je pense à Monaco et Marseille qui ne doivent pas être aujourd'hui aux places qui sont les leurs, mais bon, ce n'est pas notre problème. Et puis 5 à la suite, c'est jamais arrivé comme l'a dit Romain. J'aimerais qu'on fasse 7 voire 8. C'est une vraie hégémonie façon Bayern, mais ça t'installe encore plus dans les annales du foot français. Et moi, je savoure celui-là encore plus que les autres, parce que 5, on ne l'a jamais fait. Et je suis jamais rassasié d'un titre de champion. Moi, je suis né en 1982, donc celui de 86, je ne m'en souviens pas. 94, j'étais au collège, j'avais mon petit maillot Commodore. J'étais vraiment fier quand Ricardo y met son but contre Toulouse. Et
Et entre 94 et 2013, j'ai attendu longtemps. Et 2013, c'est l'année de mon mariage. Donc, je me souviens du but de Jérémy Ménez. Donc, c'est des titres que je savoure à chaque fois. Je me souviens de chaque soirée où on a été champion. Et c'est vraiment important d'être champion de France. Je trouve que c'est la base d'un club. Et d'être le club le plus titré de France, c'est bien. Et ben, moi, je suis vraiment pas rassasié. J'en veux plein les titres de champion de France. Ben, après, si on peut garder la Ligue des Champions, je vais pas me plaindre. Mais franchement, ce titre-là, vu les circonstances, on pourra dire ce qu'on veut, le budget, tout ça, franchement, je m'en fous. On a fait des matchs avec des compositions d'équipe absolument bizarroïdes. Hein. Ah bah oui. Là, c'est dans un joyeux bordel, ce titre. Hein. On l'a jamais eu comme ça. Ouais. On a eu des Mbaye titulaires au milieu, on a eu des Njantou devant. Enfin, c'est pour ça qu'il faut vraiment saluer l'immense travail et la qualité de ce staff au sens large. Et j'espère que ces gens vont rester le plus longtemps possible. Parce que quand ils vont partir, je pense que ça va être très, très, très difficile. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans le système Luis Enrique, c'est qu'il y a souvent des petits changements. Il y a des nouveaux qui arrivent, il y en a qui peuvent partir. Ça peut... Tu parles dans le staff ? Ouais, dans le staff, ça peut un tout petit peu bouger. Il a quand même ses hommes forts. Hein. Oui. Oui, mais c'est toujours un peu mouvant. Je sais que Guardiola et Klopp, notamment, qui ont été dans leur club pendant longtemps, insistaient pour que les adjoints tournent aussi énormément, et donc il y avait des adjoints qui étaient par exemple au début de Guardiola et puis qui sont partis, puis qui sont revenus parce que Guardiola estimait qu'il avait besoin énormément d'être challengé et d'avoir parfois des idées différentes, de pas être rentré dans une forme de routine. Et mais donc je ça sais se pas trouve. Si Luis Enrique est comme ça. Hein. En tout cas, sur les modèles de longue aventure véritablement, Luis Enrique, il est jamais resté plus de 3-4 ans au même endroit. Mais en tout cas, pour moi, les visages qu'on voit aujourd'hui sont ceux avec qui il va aller à la guerre tout le temps, peut-être. Hein. Pour moi. En tout cas, ce qui était rigolo, c'était de les voir danser hier. Ouais. Ils étaient encore plus joyeux que les joueurs eux-mêmes, parce que je pense qu'effectivement, ce que vous venez de souligner tous les trois, c'est vraiment ressenti aussi dans ce staff, c'est que c'est leur travail à eux qui a amené avec 10 jours de préparation et tout. Enfin, c'est quand même un titre complètement improbable. Je rappelle juste la composition d'équipe du Paris Saint-Germain pour la première journée de Ligue 1. Allez, fais-nous plaisir. Première journée de Ligue 1, on rappelle que le PSG, alors certes, il y avait eu Tottenham 3-4 jours avant, mais on pouvait se dire, le Paris Saint-Germain, ils veulent démarrer le championnat, vas-y, ils vont mettre l'équipe, quoi. Zahir Emery à droite, le Zahir Emery de l'été 2025, hein, pas le Zahir Emery qui est de maintenant. Zabarni, Beraldo dans l'axe, Lucas Hernandez à gauche, Vitinha, Fabian Ruiz et Kanguilny qui étaient au milieu de terrain, et l'attaque c'était Mbaye, Barcola, Gonzalo Ramos. Donc ça, c'était pour la première journée. C'est une gestion. But de Vitinha. But de Vitinha contré là et victoire 1-0. C'est une gestion vraiment globale du début à la fin où chaque minute de chaque joueur a été comptabilisée et parfois il fallait le sortir quel que soit le résultat, et c'est la réussite de tout ce staff là. Ouais. En tout cas, le travail a été fait et bien fait pour ce Paris Saint-Germain qui est allé au bout de l'histoire, en tout cas pour ce 14e titre de champion de France. Moi, je me posais une question. Dites-moi si je dis... Alors, je vais dire une grosse connerie, mais je vais la dire quand même. Donc, le dernier match est au PFC. Nous sommes à 90 mètres de notre... Non, tu pourras pas. Tu peux pas traverser la route ? Non, tu pourras pas. non, je te vois venir. Tu vas penser que le Paris Saint-Germain pourrait faire la teuf après si jamais ils sont champions. Non, on va pas faire la teuf sur la pelouse de Jean-Bouin. Oui, mais je pense que, j'imagine que le Paris Saint-Germain a mobilisé toutes ses forces vives pour pouvoir évidemment ouvrir le Parc des Princes, mais je crois qu'il y a des questions d'ordre public où en fait la préfecture normalement n'autorise pas l'ouverture des 2 stades pour des événements sportifs en même temps à 40 mètres d'écart. D'accord. C'est exactement pour ça que les calendriers ont été faits de sorte à ce que jamais le Paris Saint-Germain et le PFC ne puissent recevoir en même temps. Donc j'imagine mal le Parc des Princes pouvoir ouvrir une jauge alors qu'il y a l'événement sportif de fin de saison avec le PFC qui, quoi qu'il arrive, sûrement fêtera son maintien, etc. Voilà, sa saison. Parce que là, le PSG va fêter sur la pelouse du PFC son titre quoi. Ah ouais, à 40 mètres de sa maison. Oui, à 40 mètres de sa maison. Moi, mais je pense que pour des raisons préfectorales, tu pourras pas. Mais je te voyais venir gros comme une maison, évidemment. Oui, avec mon maillot, tu vois, paloum, papoum. J'y suis allé, quoi. Mais, après, je me mouille, hein, mais je sais qu'en tout cas, c'était la jurisprudence jusque-là. Oui, la préfecture de police qui est repartie dans des grandes considérations avec les événements publics autour du Paris Saint-Germain, puisqu'on le rappelle, la préfecture de police est défavorable à l'ouverture d'une fan zone autour du Paris Saint-Germain pour la finale à Budapest. C'est officiel, là, c'est tombé dans les 5 dernières minutes. C'est pour ça que ma Coralie Moreau, qui est la fait diversière et qui travaille avec la préfecture de police, essaie de me joindre depuis tout à l'heure. En fait. Ce qui est ressorti comme argument, c'est qu'il y a trop d'événements ce soir-là. Entre la finale de la LDC, il y a un concert d'Aya Nakamura, il y a un concert de Damso et un concert de... Je sais plus c'est qui
le dernier. Bon bref, voilà. J'ai pas dit que c'était de la mauvaise musique. Et un spectacle que de je le claquettes pense. de Damien Dole. C'est ça. Place de la République. Ah, voilà, avec une troupe irlandaise. Ça, je t'imagine très très bien. Damien, que l'on embrasse. Ça me déprime. Vraiment, ça me déprime. En gros, Non, mais la gestion des événements en gros, sportifs en France, ils disent dedans que la fan zone, ça sera le parc, quoi. Que en gros, il y a un il faut arrêter, il y c'est aura- pas une fan il zone. y aura le parc des Princes, et il y a tous les autres événements. La avec, grande différence voilà. entre une fan zone et le Parc des Princes, désolé, mais c'est l'aspect pécunier, quoi. Ah bah en plus. C'est-à-dire qu'une fan zone, n'importe qui peut y aller, emmener ses gosses, il n'a pas à payer une place, etc. C'est Mais on a vu un ce qui s'est événement passé gratuit. en plus. En plus, on a l'expérience de la saison précédente. Mais surtout, ce qui n'a aucun sens, c'est que sortir les événements privés qui sont dans des Mais- salles privées, qui ont leur sécurité privée, n'a pas de sens par rapport à une organisation d'un événement en plein air. Enfin, bref. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Merci encore une nouvelle C'est fois. pas la première fois que les pouvoirs publics chient sur les supporters de foot. Hein. Oui, et Donc, puis, bon, il y a un moment- Ah, c'est puis- un pléonasme que puis- tu viens de dire. Puis Oui, c'est oui. puis c'est pas en plus ce qui s'est passé la saison dernière, il faut quand même peut-être essayer de canaliser les choses. Là, on repart sur la même chose. C'est vraiment carton rouge. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire, carton rouge. Revenons sur le football, puisque sinon vous le sentez bien, ça nous crispe un petit peu. C'est vraiment de gâcher la fête et c'est vraiment avoir de... Bref, allez, stop. Surtout attiser les potentiels problèmes. Parce Oui, que- c'est ça. Parce qu'en organisant rien de Mais structuré, ça va tu- recommencer, tu- tout le tu- monde va tu revenir pousses- au Parc des tu Princes. pousses tout le monde- au fait qu'il va y avoir Manifestation potentiellement spontanée, ouais. bah Mais voilà, mais, manifestation spontanée que tu vas moins gérer. Donc, Et on C'est débile, on hein. rappelle que pour la demi-finale, interdiction d'aller sur les Champs-Élysées, alors que l'année dernière, tu avais le droit. Enfin, on est reparti là-dessus. C'est scandaleux. Vraiment. ce sont des décisions qui sont en plus, mais même si tu te mets dans leur mentalité, c'est des décisions qui sont pas bonnes, qui sont pas intelligentes. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est choqués parce que on trouve ça. Non, mais c'est là où il faut une ahurissant. influence d'Emmanuel Grégoire, qui est le premier à déployer des banderoles pour le Paris Saint-Germain et le soutien. Maintenant, voilà, il faut mettre en œuvre un vrai soutien populaire. pour là, le coup, alors, je peux te donner les infos, hein, c'est qu'il a vraiment travaillé, là-dessus avec ses équipes. En fait, en gros, ils sont rentrés par le biais d'une fan zone pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde qui arrive pour 2026, pour faire une fan zone pour l'équipe de France et pour d'autres matchs. Et ils ont C'est tenté la à dire préfecture qui- est-ce qu'on pourrait, puisque le PSG demi-finale déjà, peut-être que ça pourrait passer, etc. Et donc là déjà la préfecture a commencé à serrer. Vous l'avez entendu, Mathieu Faure est resté très très sage et poli, c'est très bien, je suis très fier de toi. C'est nous qui sommes partis à la bagarre. Et nous, on va te faire parler de Désiré Doué, mon ami, puisque on va parler de sa 100e avec le Paris Saint-Germain. Le PSG a été très fier de communiquer sur les 100 matchs de son crack. Et j'aimerais un petit peu voir avec vous et parler avec vous de sa saison finalement à Désiré Doué. Ce matin, notre Romain Bédouc parlait d'homme des grands soirs. En fait, c'est l'homme, voilà, quand tu as besoin d'aller marquer un but contre Brest pour aller chercher le titre de champion, quand tu as besoin d'une finale de Ligue des Champions, eh bien, il est là, Désiré Doué. J'aimerais un petit peu que vous me jugiez sa saison. En début de saison, sur ce podcast, on s'était posé la question de savoir si c'était l'homme, si sans lui, on ne pouvait vraiment avoir est-ce qu'on pouvait avoir vraiment une saison parfaite. Est-ce qu'il a été parfait, Désiré Doué? Je me retourne vers toi, Mathieu. Alors déjà, on va balayer ou mettre en avant l'évidence. Cet homme est très beau. Ah, ça recommence. Je suis désolé. Refais-toi la Après photo. Renato Marine, après Non, mais Zabardi. quand il est torse nu après son doublé en finale de Ligue des Champions, je suis désolé, on est sur un très bel homme. Donc déjà, ça c'est un critère de jugement indispensable pour entrer dans nos cœurs. Ensuite, oui, sa saison est difficile à juger parce qu'il a connu deux blessures assez importantes qui ont stoppé sa progression, puisque je me souviens du match qu'il fait à Leverkusen où quand il passe en flèche rouge, il te détruit le Bayern en 3 minutes. On se disait il a enfin lancé sa saison, puis après il se répète, c'est assez douloureux, il met du temps à revenir. Et puis il a un peu fait, je trouve, comme l'année dernière où il avait mis beaucoup de temps à rentrer dans l'équipe, à digérer son transfert. On aurait dit parfois du mauvais Neymar qui revenait de blessure, il compliquait les choses. Et puis petit à petit, il y a eu des déclics. Là, il y a eu ce barrage contre Monaco où il est très bon. Et puis, en fait, c'est un homme par étapes, je trouve. Et là, on retrouve un peu le Désiré Doué de la fin de saison dernière. C'est quand même, je trouve, le seul joueur de l'équipe qui a réussi à rendre le côté droit de l'attaque létal. Il a une manière de le prendre en compte, de s'exprimer à ce poste qui est presque unique et qui fait du bien.
Et puis, ouais, c'est un homme de grand rendez-vous. Hein. L'année dernière, je crois qu'on est champion contre Angers. C'est lui qui donne la passe à Agvara sur le but. Bon, on a tous en tête ce qu'il a fait à Munich en finale. C'est un joueur de grand rendez-vous. C'est un 2005, on en oublie. Hein, il a que 20 ans. Il va avoir 21 ans au mois de juin. Et on l'a payé 50 millions. C'est rien. Franchement, c'est un crack qu'on est en train de façonner qui va faire mal. Il va sans doute vivre sa première compétition internationale avec l'équipe de France. Moi, je trouve sa saison globalement positive, mais comme toute l'équipe, elle a été hachée. Et à part, même pas Warren, parce que Warren, au soir du Marseille-Paris, il fait un match abominable. Et moi, comme je suis un gros con, j'ai dit qu'il n'avait pas la place pour jouer dans cette équipe avec Pour une fois Gonzalo que c'est Ramos. pas nous qui le disons, match. Voilà, bon, c'est pas grave. Tu sais, l'importance de la vieillesse, c'est de savoir reconnaître ses erreurs. Mais il y a personne qui a fait une saison pleine dans ce club. Et je trouve qu'ils arrivent tous à être plus ou moins en forme et létal au même moment sur la fin. Et encore une fois, c'est l'immense travail du staff. Et si tu as un grand Désiré Doué en finale, je vois pas comment tu peux passer à côté d'un back-to-back. Et en tout cas, sachez-le, 100 matchs joués avec le Paris Saint-Germain, 29 buts et 26 passes décisives. Et surtout, pour tu le oublies Golden la Boy. stat du talisman, là. 25 matchs dans lesquels il a marqué, 25 victoires. C'est ça. Dès Voilà. qu'il marque, Ouais, allez hop là. moi, je rejoins totalement ce que dit Matt. Elle est contrastée cette saison, mais finalement, à l'image de cette équipe. Faut aussi, c'est vrai, rappeler que c'est un petit bébé, quoi, qu'il a eu énormément de choses à digérer, le Golden Boy, déjà parce que son statut a changé, donc les attentes ont changé, donc le style en plus qui le caractérise tant et qui des fois joue contre lui, parce qu'on l'analyse, on est bien plus dur. Ça fait partie de C'est vrai. lui, c'est aussi un joueur en progression. Luis Enrique le sait, parfois il y tombe dessus, lui tire les oreilles, on rectifie, on réajuste. Reste que son travail avec ballon et sans ballon, il y a beaucoup d'efforts dans l'un comme dans l'autre. Alors, comme je dis, des fois on le juge plus sévèrement. Hein. Moi, quand il tombe, je suis la première à me dire arrête de te regarder jouer, relève-toi gamin. Et puis après, je me rappelle qu'il a 20 ans. Je me rappelle aussi que de par le fait qu'il a changé de statut, il est beaucoup plus suivi, analysé et anticipé. Je parle par exemple de ses adversaires. Maintenant, ils savent qui est Désiré Doué, ils savent comment Désiré Doué joue. Comment il Ça, attaque le ballon. Comment Voilà, il fait son exactement. 1 Donc contre ça 1. fait partie de sa nouvelle réalité avec laquelle il faut qu'il compose. Matt l'a très bien dit, il a eu deux blessures en plus qui ont marqué sa saison. Donc c'est très difficile de le juger durement. Après, c'est un homme qui répond présent. Voilà, globalement. Alors, il nous agace beaucoup, mais il répond présent. Mais c'est un peu à l'image de son match face à Munich. Voilà, première mi-temps, il t'agace, et puis la deuxième, il est décisif. Voilà, on n'oubliera pas son entrée face à Monaco, son but face à Liverpool. C'est un joueur clutch, quoi. C'est un joueur qui peut faire une différence. Il a eu le malheur de souffrir un peu de la comparaison avec un Gvara qui illumine tellement cette saison. En fait, c'est peut-être le seul. Voilà, donc il a à la fois l'aspiration de son talent, et à la fois, il en subit un peu les conséquences, mais je pense que ça va le faire beaucoup grandir. En tout cas, je voudrais juste rappeler, parce que vous le savez, moi, je vais me faire floquer dans le dos soit Gvara, soit Warren Zaïre-Emery avec son 33. Il y en a un où tu payes plus cher en flocage. C'est vrai, mais oui, mais alors il y a Pour plus ça, de il faut place. partir sur Draw. Je voudrais juste te dire quand même qu'il y en a un autre qui a 20 ans aussi et qui a 181 matchs. Voilà, qui va arriver sur ses 200 matchs. Warren, il est à 180 Ouais, matchs là. il arrive sur 180 matchs, il va faire à 20 Non, ans mais le Dave, 200 matchs avec le Neves et le Warren, faut se rappeler n'importe quand même quoi. que ces mecs, quel âge ils ont, quoi. Ouais, c'est C'est ça. n'importe C'est exceptionnel. quoi. C'est dingue. C'est exceptionnel. Désiré Doué, t'en as parlé ce matin. J'en ai parlé ce matin Ah non, sur l'aspect c'était ton- grand match. C'est une faculté être bon dans les grands matchs que parfois même de très très grands joueurs n'ont pas. Soit ne l'ont pas au début de leur carrière et puis ils l'acquièrent au fur et à mesure dans tous les sports. Hein, c'est comme ça. Hein. Par exemple, LeBron James au début de sa carrière était monstrueux, mais dans les moments très très importants, Parlons était pas un NBA, tout s'il petit te peu plaît, moins bon. Wemby, on s'est mal réveillé à cause de lui. Ouais, voilà. Mais c'est un truc qu'il a appris au fur et à mesure de sa carrière et il est devenu un des plus grands joueurs de tous les temps comme ça. Et Doué, il a déjà ça. C'est qui est mais parfois le plus dur, hein, d'être bon dans les moments où il y a le plus de pression, de tension. Après, sur la saison, effectivement, c'est une saison qui est tronquée et si on fait le cumul, ça fait 2 saisons où on n'a qu'une moitié de saison pour Désiré Doué, puisque la première, c'était aussi l'adaptation. Donc, en fait, ça me donne presque hâte d'avoir la saison prochaine avec une prépa, même s'il va partir à la Coupe du Monde, et donc suivant le temps de la Coupe du Monde, la prépa va pas non plus être optimale pour Désiré Doué, mais j'ai envie de voir avec une prépa, avec un truc et une exigence du quotidien, voir ce que ça peut donner à un Désiré Doué, pour savoir si c'est un joueur
effectivement seulement de très grands matchs, qui est déjà très bien. Non, mais on peut pas le résumer à ça par contre. Ou si c'est un joueur qui sur la. C'est pas parce qu'il répond présent dans les grands matchs que c'est un joueur uniquement de grands matchs. Mais parce qu'il y a eu aussi des périodes pendant cette saison où il n'était pas blessé, où il n'a pas été très bon, Désiré Doué. Il y a eu la période notamment sur le fin janvier, début février, où il a 6 ou 7 matchs, où il n'est pas décisif pendant 6 ou 7 matchs, et ça donne au fait qu'il soit sur le banc, notamment au retour contre Chelsea. Et parce qu'il y a aussi une période où Bradley il flambe, etc. Enfin, Ouais, en fait, il faut prendre un peu de hauteur et voir tout le contexte. C'est hyper bien géré, t'as raison, c'est hyper bien géré avec Luis Enrique qui arrive à chaque fois à trouver. Mais tu vois qu'il a l'ADN et le bon logiciel du champion, Romain. Tu vois que c'est pas sur les grands matchs. Je n'ai aucun doute. Maintenant, tu peux avoir l'ADN du champion et ne pas répondre présent toutes les semaines. Tu vois, et donc moi j'ai envie de savoir si Désiré Doué il est en capacité de pouvoir répondre. Il en demande plus. Non mais c'est pas une question de on en demander. demande tous plus parce qu'on sait le talent qu'il a. On sait les perspectives qu'il a, on sait qu'il a tout. Il est intelligent, athlétique, physique, technique, le gars a tout. Et en plus, il a un mental de guerrier, le gars. Et là encore, moi, je trouve que ce qu'on a là est déjà très bien. Hein. Mais le fait est que, en fait, avec ce potentiel-là, le mec, il peut faire des trucs de fou furieux, en fait. Et la saison de Désiré Doué, c'est pas une saison de fou furieux. Ça s'explique, hein. Et il n'y a aucune saison d'un joueur du Paris Saint-Germain qui est, à part Kvara en Ligue des Champions, qui est une saison de fou furieux. Et encore, Kvara, on oublie, c'est qu'il commence le match aller de Chelsea sur le banc. Bah oui. Et c'est pas pour rien. Et c'est vraiment là, tu sens la piqûre de l'ego, tu penses qu'il est vexé et il fait derrière ses prestations incroyables. Mais sa fin de phase de poule de Ligue des Champions et même les 2 matchs contre Monaco, c'est pas le Kvara de maintenant. Donc je trouve que c'est vraiment une saison pas miraculeuse parce que c'est quand tu vois l'équipe qu'on a, mais c'est vraiment bien géré parce que dès que tu as un joueur qui était moins bien, tu en avais un autre qui prenait le relais. Tu as Ousmane qui a été éclipsé, puis à un moment donné, il est revenu. Tu as Bradley en début de saison qui était là, après il s'est effacé. Il est revenu à Chelsea, s'il ne se blesse pas, c'était presque le meilleur offensif. Hein. C'est ça la chance qu'on a eue, c'est que tu as toujours un mec qui a su prendre le relais quand les autres étaient moins bien. Ce qui va être compliqué, et j'espère que ça arrivera un jour, c'est quand les 4 ou 5 joueurs offensifs majeurs de cette équipe seront tous chauds au même moment. Là, tu auras un vrai casse-tête. Ça va être ça peut peut-être nous tomber un jour dessus. Quand même. Non, mais ça va. Quoi, ça va? On prend ces casse-têtes là. Ah bah moi j'aime bien ce genre de casse-tête. Oui. Moi le seul casse-tête qui vient me faire vraiment mal à la tête, c'est le jour où il va vraiment falloir trancher au milieu de terrain et quand Hakimi sera là pour le 30, si jamais si c'est Warren on me sort mon Warren du 11. Ah bah je te le dis, il va sortir. Moi. Ça serait l'exigence du foot de haut niveau. Je sais bien. Et Warren, premier soldat à rentrer pour aider l'équipe. Pas juste pour être remplaçant, parce qu'à la 60e minute, quand il va rentrer, si c'est un match serré contre Arsenal, Warren, il va être hyper important à ce moment-là. Mais de la même manière que si c'est Fabian qui est utilisé, qui est mis sur le côté, et qu'il y a 1-0 pour le PSG, faire rentrer Fabian à la place d'un Warren à la 60e, ça se trouve, ça sera hyper pertinent parce qu'on aura besoin de Fabian à ce moment-là. Donc il faut pas voir le truc genre t'es titulaire, c'est une récompense, t'es remplaçant, c'est une punition. C'est pas le cas. Là, tu gagnes un truc. C'est une partition où tout le monde a son rôle. Oui, c'est une partition, mais pardon, la partition, je vous rappelle que c'était la note. Il a toujours été sur la feuille de match. Après, il y a une question de profil de match. Il y a une question de profil de joueur également. Et il se peut que sur une rencontre spécifique, et en l'occurrence Arsenal, le profil de Warren corresponde moins peut-être à celui de Fabian dans la tête de Luis Enrique. Et ça se trouve c'est l'inverse. Hein. Ça se trouve ça sera l'inverse, il mettra Fabian sur le banc et bon, ça va être intéressant. Mais il faut absolument arrêter de voir ce prisme de la punition. C'est quoi l'équipe type, c'est quoi le 11. Une punition, c'est juste une douleur. Non mais le 11 importe peu. Ce qui est important, c'est ceux qui participent au truc et dans leur globalité. Dans quelques instants, notre ami Ambre Godillon va devoir y aller, les amis. Et j'ai une question à lui poser. On a parlé de Désiré Doué, mais avant de partir, on va finir sur le championnat. On rappelle qu'il nous reste 2 journées de championnat, enfin une journée de championnat officielle, plus une à rattraper face à Lens. Vous allez le vivre sur notre antenne, sur Ici Paris Île-de-France, dans le live YouTube et aussi à l'antenne, en gros dispositif avec notre rabais, avec Pierre Clément, avec Romain qui sera aussi, tu étais aussi de la partie. Enfin, on n'a toujours pas reçu l'accréditation, donc on sait. Si, je l'ai reçu là. Toi, tu l'as reçu? À moi, non. Ah bah, on vous dérange? Toi. Excuse-nous. Moi, j'avais une question à te poser. Ambre, match à Lens, justement, de mercredi soir, 21h. En short et claquette pour le Paris Saint-Germain. On prend ballon de plage et on y va. Nico 17 qui a fait un truc en IA ce matin sur les réseaux sociaux, en mettant les joueurs du PSG qui vont à Bollaert avec ballon de plage sous le bras. Et Bob, comment on fait? On fait tourner, on continue nos...
Je suis un peu mitigée parce que déjà, je remercie pas la Ligue pour moi qui a saboté la plus belle affiche de cette saison. Alors, avec les conséquences positives pour le Paris Saint-Germain qu'on connaît, mais on ne sait pas avec des si. Voilà, mais reste que moi, je l'attendais vraiment, cette rencontre, et que là, elle a perdu toute sa substance, de tout son sel. Pour le Paris Saint-Germain, après, ça reste la dernière grosse opposition avant Munich, parce qu'après, il y aura le PFC, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, je pense que non, il faut y aller... faut bien le jouer. Je sais pas du tout s'il y aura une rotation ou pas. J'ai envie de dire non. Mais Luis Enrique nous fait des fois des dingueries pour des matchs comme ça, évidemment, comme le match face à Lyon. Franchement, je suis très mitigée, Bruno, sur la question de Lens, parce que pour moi, l'objectif principal de cette fin de saison, c'est d'ailleurs pour ça que je milite, moi, pour pas qu'il y ait d'amicaux entre la fin de saison et Munich, c'est surtout pas de blessures. Pas surcharger les joueurs, qui là, de toute façon, à 99%, vous faites que le dire, à 99%, sont champions. Pour moi, c'est ne pas surcharger, éviter absolument les blessures. Et évidemment, le RC Lens va jouer le coup à fond. Donc, Oui, ça ressemble à une affiche où on a une équipe qui va rentrer dans le Paris Saint-Germain. Je suis même pas sûr que le RC Lens joue la coupe à fond parce qu'ils ont vraiment eu. Ils ont la finale de Coupe de France, c'est vrai. Ils ont une finale de Coupe de France en perspective et que eux aussi pensent aux blessures. Je sais pas s'ils croient encore au titre de champion. Mais par contre, moi, je serais pour mettre l'équipe type mercredi parce que c'est ta dernière grosse opposition avant la Ligue des Champions. Et comme ça te permet vraiment de faire tourner à mort contre le PFC. Et tu bascules en mode 30 mai dès mercredi soir en ayant le titre à 100%, en ayant fait un dernier gros match contre ton dauphin. Et puis peut-être aussi par une question d'ego en disant ok, vous nous avez saoulés, on a reporté le match et tout. On a été gagné à Lens, le dauphin. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Là, c'est pas faux. Il y a aussi une question d'honneur dans cette histoire. Pourquoi? Non, mais il le dit parce que c'est vrai qu'on s'est fait titiller toute la saison par le RC Lens, donc c'est peut-être le moment de remettre les pendules à l'heure et de montrer finalement dans une confrontation directe qui est le champion, quoi. Moi, je pense pas. Attends, Romain, on s'est quand même fait. Tout le monde a entre guillemets fait sur le Paris Saint-Germain sur. Ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre, ils sont champions. Ils sont champions, ils en ont rien à faire. La pas meilleure pour réponse, Mathieu Faure. la meilleure réponse. Non mais je parle du staff. La meilleure réponse c'est le terrain. Ils sont champions et on vient de louer leur méthode. Ils vont pas changer leur méthode juste pour genre sortir les gros bras contre Lens. Il va faire ce qu'il a fait depuis le début de la saison et qu'il va continuer à faire et qu'il a encore dit hier. Les deux matchs Lens et le Paris FC n'ont qu'un seul objectif, c'est que répartir les minutes pour que les joueurs soient au pic de leur forme le 30 mai. L'objectif, c'est le 30 mai. Donc, il va, en fonction des états de forme des mecs, il va faire sa composition d'équipe. Est-ce que lui a besoin de jouer 60 minutes? Il est là. Est-ce que lui, il a besoin... De toute façon, il peut jouer que 30. Cette saison sera entièrement du sur-mesure. Mais bien sûr. Mais donc c'est ces deux matchs et la prépa d'après, donc, le petit creux... Donc, c'est pas du tout de la claquette chaussette. Parce que c'est pas parce qu'il y aurait une équipe avec, je sais pas, moi, il y aurait une équipe avec pas de Vitinha, parce que Vitinha, il a besoin encore de souffler après la semaine dernière. Ça veut pas dire que s'il y a pas Vitinha, c'est une équipe en claquette chaussette. C'est juste qu'il n'est pas adapté pour ce match-là, dans cette forme-là, pour ne pas prendre de risques pour la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon. Donc non, il va mettre l'équipe qui correspond le mieux à court terme avec ce que les corps peuvent encaisser et surtout à moyen terme pour essayer de donner du rythme pour la finale. Merci Ambre d'avoir passé beaucoup, du temps avec Merci, nous. Ambre. Et c'est cool. Ouais, je file prématurément, vous m'en voulez pas? Je fais de la gestion de temps de jeu, moi. C'est ça, pas de problème. J'ai déjà fait assez, là. C'est notre Fabienne Ruiz, en fait. Elle revient, on peut pas... Tu vois, elle est j'aimerais bien être aussi parce que lui. Non, justement, il est tout fin, le gars. T'es toute aussi. Tu rigoles ou quoi? Allez, merci les gars. On va s'arrêter là-dessus. Ciao, voilà, on s'arrête là-dessus. Merci Ambre et à très vite sur nos antennes pour passer du temps pour évoquer le Paris Saint-Germain, ce PSG. Une belle... Tu viens de me passer devant la caméra, t'as fait ça parfaitement. Nickel, ça c'est une caméra. Merci Ambre, à la prochaine. Et juste pour revenir sur cette équipe de Lens, il peut y avoir aussi, eux, de leur côté, l'envie d'en découdre sur le fait de... ils estiment qu'ils ont été floués, on les a entendus sortir... Mathieu, on les a entendus crier au loup en disant que, pas dire que c'est truqué, mais qu'on n'en faisait que pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que nous aussi, le PSG, on a envie de leur répondre sur le terrain en leur disant bon, on va voir qui est le patron, quoi. Je te dis, moi je pense qu'il y a peut-être une question d'ego, même si, honnêtement, si on rembobine un peu, le match initial, je pense qu'on l'aurait bazardé. Vu où il était placé, on aurait envoyé l'équipe B. Je pense qu'on aurait mis les remplaçants, t'as raison.
Ouais, donc c'est dommage pour eux, mais c'est comme ça. Mais ça aurait pas été l'affiche qu'ils espéraient, que toute la Ligue espérait. C'est vraiment typiquement, vu où il était placé, en plus avec la configuration mercredi-mardi, c'est vraiment, on aurait envoyé l'équipe B et on aurait fait une croix sur ce match. Donc c'est comme ça, c'est le championnat qui est fait ainsi. Moi, j'espère vraiment qu'on va aligner, mettre l'équipe la plus compétitive possible et plus proche de celle qui a fini contre Brest que celle qui a commencé, et qu'on plie ce match et l'air de dire, bon voilà, le titre, les champions, c'est nous, on passe à autre chose. Nous, on a une finale de Ligue des Champions à jouer pendant que vous avez une finale de Coupe de France. Chacun ses soucis. Et puis voilà, on passe à autre chose. Mais ça aura été et ça restera un très beau dauphin, sans doute l'une des équipes qui nous aura le plus poussé dans nos retranchements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pierre Sage l'a expliqué un petit peu en disant là, au micro de Ligue 1 Plus vendredi. Voilà, dès qu'on se rapprochait, on pensait qu'on était tout près. Le Paris Saint-Germain nous remettait une distance et nous, en plus, on craquait parce qu'on sentait qu'ils voulaient pas lâcher. Enfin, ils ont aussi considéré mais Pierre que... Sage est certainement une des meilleures, en plus d'être un des meilleurs coachs français actuels, et certainement celui qui a la meilleure analyse également et la meilleure conscience de ce qui est faisable, pas faisable pour son équipe et pour ses joueurs. Il se cache jamais et il bombe le torse quand il faut bomber le torse, parce que son équipe réalise de très 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 belles choses et j'espère qu'elle sera récompensée par un titre, et notamment cette Coupe de France. Mais à côté de ça, il nie pas le fait aussi que si Lens a été parfois proche, c'est parce que ce Paris Saint-Germain a eu une gestion de la Ligue 1 qui a été une gestion d'équipe à prime, comme nous on l'a mis en exergue tout à l'heure. Alors après, sur l'aspect, est-ce qu'ils veulent une revanche eux aussi, est-ce qu'ils veulent essayer de montrer, etc. Je pense que, comme pour le Paris Saint-Germain, le principal objectif va être la finale de la Coupe de France, et donc peut-être que c'est la dernière opportunité de mettre les titulaires, puisqu'ils auront un match à Lyon la semaine d'après, et la semaine encore suivante, ça sera la finale face à Nice. Peut-être qu'effectivement, ils mettront les titulaires face au Paris Saint-Germain. Je sais que au sortir de la décision du report, effectivement, sur le moment, ça a un peu, voilà, ils l'ont un peu mal pris, parce qu'ils ont eu on a quand même une radio qui a voulu lancer une pétition. Non, mais ça, là, je parle pas des extérieurs et des observateurs. Je parle vraiment de eux, Lens. Effectivement, il pouvait y avoir une sensation de leur part. Moi, dans cette histoire-là, je me rappelle que j'avais dit que tout le monde était dans son bon droit. Je comprenais le Paris Saint-Germain qui demande le report. Je comprenais à peu près la Ligue, parce que il y avait une certaine cohérence par rapport aux décisions antérieures qui avaient été faites, et je comprenais complètement la frustration des Lensois qui ont eu l'impression d'avoir l'herbe un peu coupée sous le pied, parce que ils voyaient un truc potentiel, un truc exploitable aussi, parce que je pense que le PSG aurait mis l'équipe bis, et on leur a enlevé ça. Donc, bien sûr, mais après, ils ont su rebondir de superbe manière, parce que c'est une superbe équipe. C'est vraiment une très très belle équipe, Lens. Et tu parlais des équipes qui nous a le plus donné de fil à retordre depuis pas mal d'années. Il y avait le Lens de Francaise également, qui nous a donné énormément de difficultés. Et en plus d'être une équipe difficile, c'est une équipe belle à voir, quoi. On a pris du plaisir à regarder Lens cette année en Ligue 1, donc ça va être un beau match, ça va être une belle fête du foot français, je l'espère, même s'il y a moins d'enjeux que prévu. Pour terminer sur notre émission et dans notre ligne droite, je me suis aussi posé la question. On passe le match de Lens que vous pourrez suivre donc sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France et sur notre sur notre chaîne YouTube, que sur le live maintenant. C'est aussi en championnat. On vous fait les matchs de Ligue des Champions et les matchs de championnat. Vous étiez encore plus de quasiment 1000 viewers pour le match de Brest en direct, en simultané. Bravo et merci à vous. Et donc, on sera là mercredi soir dès 20h30 avec Pierre Clément pour ce live entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Comment on gère désormais cette fin de saison? Là, je vous ai entendu un petit peu en parler. Moi, j'ai écho que après le PFC, il pourrait y avoir quelques jours de congé, quelques jours de repos de Luis Enrique, qui pourrait dire à ses hommes partez quelques jours, allez souffler et revenez-moi en forme, et on préparera tout ça. Certains pensent qu'il pourrait y avoir un match amical au milieu. J'ai entendu Ambre qui n'en voulait pas. Vous les gars, comment vous voyez l'affaire? Matt par exemple, comment gérer cette fin de saison? Là, il y a les 2 derniers matchs et après il y aura 15 jours de battement entre la fin du championnat et la finale de la Ligue des Champions. Oui, je pense que tu peux donner 2, 3, 4 jours
de off pour que chacun aille se ressourcer en famille, recharger la tête, sachant que derrière, ils ont la plupart une finale de Ligue des Champions et une Coupe du Monde, donc des grosses échéances. Et donc, c'est peut-être l'un des derniers moments où tu peux être un peu en famille avec tes proches, penser à autre chose. Et puis après, tu rebascules petit à petit sur la finale du 30 mai. Moi, ça me choquerait pas. Un amical, je trouve que ça servirait à rien. Voilà, si tu fais de la gestion Ça nous avait servi psychologique. pourtant le match de Reims, la finale de la Coupe de France. Ouais, mais t'avais un titre à gagner, donc c'était cool. Là, t'as pas de titre, donc c'est ouais. Puis c'est pas non plus, c'est pas comme si t'avais un long tunnel, quoi. T'as 2 semaines sans match. On a vu que les reports de match, que ce soit pour Chelsea ou Liverpool, ça nous avait fait du bien finalement à la tête et physiquement. Donc là, tu sors quand même d'une saison éreintante. Moi, je serais d'avis de vraiment laisser le staff faire monter les choses petit à petit et puis arriver le 30 mai. Sachant que pendant ce temps-là, Arsenal, ils vont quand même batailler parce ils ont un titre de première ligue qui les fuit depuis plus de 20 ans, qui est là mais qui n'est pas encore validé. Ils vont avoir 2 matchs intenses. On n'est pas à l'abri qui te choque non plus. Donc je préfère ma position que la leur, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a un calendrier où il peut récupérer, avoir du repos et recharger les batteries. Mais Luis Enrique en a parlé hier parce qu'il y avait une question de Marc Méchenois de savoir si, en gros, Luis Enrique préférait qu'il y ait 15... Juste un truc, Marc Méchenois, à qui je fais passer un message. Je sais qu'il écoute tous les podcasts, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu, on l'embrasse, le nouveau rédacteur en chef de 11 Mondial, de la partie numérique. Marc, entre 13h30 et 15h, c'est pas la peine de m'appeler ou de m'envoyer des messages. Je peux pas te répondre. Le lundi, c'est mort. Arrête. Ça, depuis tout à l'heure, il essaye là. Comment on fait pour aller à Lens tous les deux? Il veut qu'on parte avec... Pas maintenant, voilà. Mon Marco, stop. Voilà, arrête. Entre 13h30 et tous les lundis, c'est pas possible. Mais donc Marc avait posé la question à Luis Enrique de savoir s'il préférait la situation de l'année dernière avec la finale de la Coupe de France ou celle de cette année où il y a 13 jours de match. Et Luis Enrique a dit qu'en gros, ils allaient vraiment bien préparer ça, qu'ils allaient faire... Alors, je sais pas ce que doit être la traduction de ce mot, mais des simulacres. Il a dit des simulacres de match. Est-ce que ça veut dire... J'imagine que c'est pas simulacre dans l'aspect trompeur du mot comme on l'a en français. C'est peut-être un espagnolisme traduit de Luis Enrique. Donc ce serait peut-être des simulations avec peut-être des jeunes. Je regarde. Vas-y, J'ai continue. regardé, mais il n'y a pas vraiment de part. traduction. De traduction. Mais donc je pense qu'il va essayer de faire peut-être des entraînements très spécifiques où ça va être du 4 contre 4, 4 titulaires offensifs contre 4 titulaires défensifs et essayer de faire plusieurs mises en situation à ce moment-là pour qu'il y ait des rapports d'intensité et puis gérer les séances pour qu'il n'y ait pas trop d'intensité aux alentours du match. Il va y avoir aussi tout ce qu'il y a autour d'une finale de Ligue des Champions, le Media Day, il va y avoir aussi le déplacement à faire du côté de Budapest. Donc ils vont pas s'embêter en vrai. Ils vont pas s'embêter. Effectivement, il va peut-être y avoir 2-3 jours de repos. S'il y a 2 jours de repos après le PFC, le PFC c'est un dimanche, ils vont être de repos avec le lundi, mardi et peut-être le mercredi. Et puis ils reviennent le jeudi. Et donc ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et il faut repartir après à Budapest. Donc il y a de quoi travailler. Il y a de quoi travailler et je pense qu'ils vont pas s'embêter. Nous, on parle le jeudi. Nous, on parle le jeudi. Ouais, nous, on parle le jeudi. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le Paris Saint-Germain est encore une fois en finale de la Ligue des Champions. Et oui, ce sera à vivre sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Vous imaginez bien qu'on va vivre cela à fond, bien évidemment. Et puis, juste pendant des années, on nous a sorti que les entraînements du Paris Saint-Germain étaient d'un plus haut niveau que les matchs qu'ils pouvaient avoir en Ligue 1. Donc voilà, il n'y a pas forcément de perte. Pas besoin, voilà, c'est vrai, effectivement. Oui, de toute façon, c'est vrai que si c'est pour avoir un match amical comme ça sur le pouce, c'est peut-être pas la meilleure des choses, surtout face à des équipes qui, elles, auront terminé et donc qui ne voudront peut-être pas affronter, qui ont leurs joueurs qui seront tous partis en vacances. Les amis, on termine. Je vous avais pas prévenu là-dessus, mais je veux juste qu'on se fasse un tout petit tour de table et après on se dit au revoir. Ce soir, trophée UNFP pour voilà, on va se retrouver avec le meilleur joueur de la saison. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain, outre... Voilà, il y a eu Eden Hazard en 2012 et Alexandre Lacazette en 2015. Et après, le Paris Saint-Germain a tout raflé. Kylian Mbappé 5 fois, Zlatan Ibrahimovic 3 fois, Edinson Cavani 1 fois et Neymar 1 fois. Est-ce que vous pensez qu'un joueur du Paris Saint-Germain va attraper le titre et le trophée de meilleur joueur UNFP de la saison? Je vous rappelle que Dembélé, Joao Neves... Non, Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, Florian Thauvin, Mason Greenwood. Voilà, excusez-moi.
Qui va l'avoir du côté voilà. Est-ce que c'est un extérieur ou est-ce que c'est quand même quelqu'un du Paris Saint-Germain? Mathieu? Moi, je donnerai à Thauvin. Tu vois, je trouve qu'il n'y a aucun joueur du PSG qui a fait une saison Ligue 1 complète et au-dessus du lot. Tu vois, ça me faisait mal. À la fois, on parlait de Romain, il avait fait le pari que Dembélé, il serait meilleur buteur. Et tu vois, depuis je crois que cette émission, Il a pas joué un match. Il a mis un but, max, un truc comme ça. Il a pas joué un match. Voilà, les gars. tu vois. Par contre, moi, je trouve que je pense que c'est Pierre Sage qui va l'avoir, mais le meilleur coach, je l'aurais donné à Luis Enrique cette saison parce que je trouve ce qu'il fait, quand tu connais le contexte, c'est de l'orfèvre. Mais par contre, le meilleur joueur, je donne à Thauvin qui a fait une saison complète, revenu de nulle part et qui mérite qu'on récompense ce qu'il vient de produire pendant quasiment 34 journées. C'est marrant, moi je l'aurais donné à Vitinha. Moi, je donne à Vitinha. Ouais, Vitinha qui est celui qui m'a peut-être le plus impressionné parce que hormis sur le match contre Lyon qui était donc en toute fin de saison, il n'y a pas de blessure de Vitinha pendant l'année, c'est celui qui a le plus réussi à enchaîner les performances et puis il a toujours été très très bon Vitinha, donc moi je le donnerai à lui, sachant que Thauvin a plusieurs périodes de trous dans la saison, mais Mason Greenwood d'un point de vue humain je ne peux pas, et Nuno Mendes a eu des blessures, Ousmane Dembélé a raté je sais pas combien de mois, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un Esteban Le Paul qui est meilleur buteur de Ligue 1 qui sont même pas dans les nommés, mais dans cela je mets Vitinha et je donne le meilleur espoir à Warren, tu vois. Parce que Warren il est dans les meilleurs espoirs encore. Non mais ça c'est aussi, il faudrait faire sur juste une mais saison. Voilà, Warren, en fait le meilleur espoir, il faudrait donner à quelqu'un qui au début de saison a 0 match en Ligue 1 en fait. C'est sinon, ça. Le meilleur débutant. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est sinon. ça. Je sais qu'il y a eu je sais plus quel organisme fait un trophée du meilleur débutant. Il y a Quentin Jantou qui était nommé. Mais en fait, tu te rends compte que il y a très peu de joueurs qui sont véritablement éligibles à ce trophée-là, quoi. Bon, on n'a déjà pas le meilleur gardien, c'est sûr. Non, mais ça c'est certain. Oh, je rigole, c'est juste histoire d'eux, quoi. Mais effectivement, meilleur jeune de Ligue 1, Désiré Doué, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Barco de Strasbourg ou Boadi de Lille, le futur parisien. Tu peux le donner soit à Boadi, oui, ou à Warren. Warren, il mérite. Pour moi, Warren méritait d'être dans la liste des 5. Oui, à la place de Nuno Mendes, Nuno, ouais. il a rien à faire dedans. Nuno Mendes. Mais même Ousmane Dembélé, il a rien à faire dedans. Parce que on parle d'Ousmane Dembélé qui a 10 buts en Ligue 1, qui a raté toute la première partie de saison. Et qui le dit lui-même qu'en fait ça fait 3. Ousmane Dembélé en Ligue 1, c'est 2 matchs. C'est Lille, Marseille. Et il y a ce but de fou contre Toulouse au retour. Mais sinon. On va peut-être avoir le meilleur but. Le plus beau but. Ouais, le plus beau but. Et puis Neves contre Toulouse. On fait quoi là moi, c'est Neves, moi. Moi, c'est Ousmane contre Lille. Moi, je suis comme toi, Mathieu. Alors moi, je le mets pour Neves. Alors, c'est complètement subjectif. Je le mets pour la simple et bonne raison que les 3 buts de Joao Neves dans ce match-là sont extraordinaires. Et donc, en fait, tu récompenses. Ils auraient dû mettre tu vois, c'est 3 buts parce que il met 2 retournés et une frappe en plein net. Et c'est sûr que moi, je trouve que tu peux pas en décorer un des 2 autres. C'est que tu mets les 3 parce que tu mets 3 buts comme ça dans une saison, c'est beau. Alors tu mets les 3 dans le même match à l'extérieur. Et c'est pour ça que moi je le mets sur celui-là, sur celui qui a été choisi. Tu vois, presque je m'en fous lequel est choisi. Mais je mets ce match-là. Vas-y, viens, on refait les règles. Elles sont pourries, les règles. En fait, on a tout changé. Tu mets les plus beaux buts de chaque mec. Comme ça, tu peux mettre plusieurs buts de Dembélé aussi. Tu peux mettre la reprise de volée contre Toulouse, le dribble et la patate contre Marseille et la louche contre Lille. Le petit piqué, quoi. Ouais, la louche. Mais la louche contre Lille, attention, il a même pas été élu joueur but du mois ce mois-là. C'est ouf. Le mois de janvier. Le mois de janvier, c'était pas le but du mois. En tout cas, les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Oui, on termine là-dessus et on verra pour les trophées UNF. Juste pour information, pas de tribune débrief pour Lens, on se retrouvera lundi prochain, mais pour le moment, on siffle la fin de cette émission. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et sur notre chaîne YouTube aussi, sur 100% PSG, la tribune, la chaîne que vous retrouvez. Abonnez-vous et dites-nous aussi ce que vous avez pensé, ce que vous pensez du nouveau maillot du Paris Saint-Germain, mais aussi de toutes les réflexions que nous avons pu avoir autour de l'actualité du PSG. Merci pour votre fidélité. Merci à Romain, Mathieu et Ambre pour cet excellent moment passé ensemble. On se retrouve
retrouve, nous, de notre côté pour le match du PSG. Ce sera Lens Paris Saint-Germain à 21h sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. De l'autre côté, vous retrouvez Romain Bédouc tous les matins avec son billet d'humeur Paris Saint-Germain. Il va aller faire la sieste. Parce qu'on vous l'a pas dit, mais il a fait le match hier soir, le billet ce matin, et là il a enregistré le podcast. Bravo à lui, ça s'appelle un triplé. Et en tout cas, j'ai le tournoi de la presse à Clairefontaine demain. Voilà, avec un attaquant. On vous a préparé un attaquant du côté du tournoi de la presse énormissime dans l'équipe de Radio France. Ils sont pas prêts. Les autres ne sont pas prêts. Tu vois, tous les ans. Un attaquant qui peut même dépanner s'il y a une séance de tir au but. S'il y a un problème dans la cage, on va pouvoir s'en sortir. En tout cas, il est encore très affûté à son âge. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Il est temps de débrancher cette émission. Ciao, bye bye.